Ces images tout à fait vertigineuses à Bakhmout. Bakhmout, la ville martyre par l'ampleur des destructions qu'elle subit. On en a ici l'illustration aérienne comme rarement auparavant. On se bat en direct sur ces images aériennes à Bakhmout. Qu'est-ce que vous voyez, vous, d'abord, dans ces images? Qu'est-ce qui vous frappe le plus sur ce qu'on peut savoir de l'affrontement dans cette ville? C'est une bataille débile, complètement débile. Au sens, Bakhmout ne semble pas être un objectif en soi. Hein. Alors, sauf si on dit c'est l'étape pour aller vers, puis l'étape pour aller vers, vous voyez. C'est un peu comme Verdun. Si on avait perdu Verdun, on aurait dit la route de Bar-le-Duc est ouverte. Bon, un siècle plus tard, que la route de Bar-le-Duc soit ouverte, franchement, ça, oui. Donc là, c'est vraiment un combat où les Russes veulent user l'armée ukrainienne. Si c'est débile, effectivement, quelle est la preuve que veulent faire les Russes et les Ukrainiens à Bakhmout? Pour uniquement un test de volonté. C'est j'y suis, j'y reste, no passaran. Ils ne passeront pas, vous voyez, c'est Verdun. Ça se jouera donc au nombre de morts, celui qui peut supporter le plus grand nombre de morts? Alors, déjà, les Russes peuvent supporter beaucoup de morts, puisque du point de vue du régime Poutine, tout soldat récupéré, raflé dans la rue, ne compte guère plus qu'un obus, en fait. Donc, ils s'en foutent total que ces gens-là meurent. Ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens. Mais ils consomment aussi beaucoup de munitions, ils perdent du temps. C'est aussi un abcès de fixation, et il n'est pas exclu que l'armée ukrainienne manœuvre autour de Bakhmout. Regardons d'abord bien ces images aériennes pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on sait en regardant ces images aériennes des fronts? Qui est dans quelle partie de la ville pour l'instant? Alors, en combat urbain, la notion de front tend à se diluer. Ne serait-ce que parce qu'on raisonne en trois dimensions. Il y a les hauts, il y a les profondeurs, au sens où on passe sous la rue par des réseaux. Donc c'est pas très linéaire le combat. Donc on se bat pour un pâté de maison. Le succès d'un pâté de maison ne conditionne pas le succès du pâté de maison d'à côté. Donc c'est un combat décentralisé où les Ukrainiens sont à leur avantage. C'est un combat très consommateur en munitions. Donc celui qui tire avec précision économise, ce qui est le cas des Ukrainiens. On le voit sur d'autres images, on se bat dans Bakhmout. Il y a les tranchées autour, mais dans Bakhmout, il y a un véritable combat urbain de maison à maison. Oui, oui, absolument. Et puis ça va durer, ça peut durer longtemps, hein, très longtemps. Et ça va. Et donc il y a des blocs qui vont être saisis, et puis ça va repartir dans l'autre sens peut-être. Enfin, alors, pardon, on en parlait avec M. Titelman tout à l'heure, là, et Goya, les, les, les Ukrainiens font tourner leurs unités à Bakhmout maintenant. À quelle fréquence? Semble-t-il 5 jours. Hein. Donc on est dans Bakhmout, dans l'enfer de Bakhmout pendant 5 jours. Voilà, et après vous êtes relevé. Et du coup, Bakhmout, pour eux, je pense, prendra la valeur symbolique de Verdun pour nous, pour notre armée française. Parce que à Verdun, le haut commandement a mis en place une rotation, ce qui fait que toutes les divisions de l'armée française sont passées au moins une fois par Verdun. Et donc Verdun est devenu le mythe fondateur de la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas le cas pour les Allemands. Pour les Allemands, Verdun est une bataille parmi d'autres, pas la bataille où tout le monde est allé. Donc là, cette armée ukrainienne, je pense, au fil des rotations, ils pourront se dire, tous, j'étais à Bakhmout. Quelle est la différence avec Mariupol? On a tous là, dans l'œil les images de Mariupol, cette ville détruite maison par l'artillerie russe. Là, est-ce que la résistance ukrainienne change de forme? Elle est complètement différente au sens où Mariupol était encerclé et était condamné. Et la question devenait, combien de temps les Ukrainiens pourront-ils faire durer le plaisir? Et ça a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps que prévu. Et c'est devenu un abcès purulent pour les Russes. Enfin, bref. Alors que là, bon, c'est un combat d'arrêt pour les Ukrainiens, mais il y en a d'autres derrière. Ils ne sont pas encerclés. Ils sont pas... Le cas échéant, ils se replieront de l'autre côté de la rivière. Et puis, il restera le deuxième quartier de Bakhmout. Donc, ce n'est pas du tout un combat, entre guillemets, sans espoir pour les Ukrainiens. C'est un combat idiot et épouvantablement consommateur.
mais ce n'est pas sans espoir. Qu'est-ce qui se passe autour de la ville? On a vu les images dans la ville, ces images sont tellement spectaculaires. Autour de la ville, il y a notamment les mouvements de chars. Il y a les tranchées et il y a les chars. Quel est le rôle des chars, voilà, ceux qu'on voit ici notamment, autour de la ville? Pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, ça devient très boueux, donc il y aura beaucoup moins de mouvements autour de la ville en terrain agricole que dans les rues. Et sinon, je suppose que les Russes cherchent à encercler Bakhmout et que les Ukrainiens cherchent à repousser les pinces. Voilà. Vous aviez amené ici un document tout à fait saisissant. Il y a des années déjà, vous étiez parmi les rares militaires français disant « Attention, les chars vont rester dans la guerre un atout tout à fait décisif. » C'est une vue de l'esprit de penser que la guerre moderne, les chars sont plus d'actualité. On voit ici à quel point c'est vrai. Oui, alors bon, j'étais pas le seul à dire que les chars restent importants, puisque l'armée française a toujours des chars quand même. Ça a beaucoup réduit. Ça a réduit. Et là, maintenant, on voit les Ukrainiens qui réclament des chars. Donc, bizarrement, on sait détruire des chars. Beaucoup de chars sont détruits. Et pourtant, si vous voulez mener une offensive à travers un terrain découvert, sans chars, c'est plus compliqué qu'avec. Et même en combat urbain, dans la mesure où le char protège très bien son équipage et est un remarquable engin au point de vue communication. Ça vous fait un petit blocos mobile. Il peut être détruit, mais c'est compliqué. Ces images précisément, où on voit un char qui... alors c'est pas si clair, on va regarder ces images exactement pour les décrypter avec vous. On entend le son de l'obus, j'imagine que c'est un obus qui est en train de tomber sur le char. Ah oui. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième explosion. Comment vous le comprenez dans l'enchaînement? Ah oui, je ne savais pas qu'on entendait comme ça les obus de char. Là, je décrypte. Il y a un obus qui est tombé pile devant et voilà. Quel est l'apport que maintenant les Occidentaux peuvent faire dans ce domaine-là? On apprend, c'est ce nouvelle de ce matin, que les Anglais vont livrer de nouveaux missiles, des missiles Brimstone, c'est ça? Oui. Quel est leur usage? Alors, c'est une arme anti-char ou anti-blocos, au sens d'une arme très précise, avec une charge utile quand même assez importante, et avec une grande portée, avec une portée de 60 km. Au départ, c'est une munition air-sol, donc tirée d'un avion. Ou d'un hélicoptère, que les Ukrainiens ne mettront pas en œuvre à partir d'hélicoptères ou d'avions, vu qu'ils volent pas ou peu. En revanche, il peut être mis en œuvre à partir d'un véhicule terrestre, simplement avec une portée bien plus limitée que quand il est largué de haut avec de la vitesse. Voilà. Et c'est un engin qui peut tirer, comme on dit, par-dessus la colline, au sens sans vue directe au départ. Donc, ça leur permettrait de détruire des cibles très, très précisément repérées par drone, par exemple. Donc, un char, un blocos, une pièce d'artillerie, jusqu'à une portée, je pense, assez élevée. Quelle est l'arme maintenant qui permettrait aux Ukrainiens d'aller encore plus loin, plus en profondeur sur leur propre territoire, mais même sur le territoire de la Russie, disent-ils, en légitime défense? C'est l'artillerie qu'ils ont déjà, l'attaque MS de 300 km de portée, qu'ils réclament à corps et à cri, pour tirer sur les postes de commandement, la logistique profonde, parce que les Russes ont reculé leur logistique après les dures leçons des HIMARS. Donc, il y en a moins à portée des HIMARS. Donc, ça permet d'aller les chercher plus loin. Est-ce que les Américains, selon vous notamment, retiennent encore les coups? C'était ces dernières heures ce scoop du New York Times disant que les Américains auraient dit aux Ukrainiens, alors que les Ukrainiens étaient prêts à tuer le général Gerasimov. Ça aurait été une prise majeure pour eux. Les Russes leur ont dit, attention, Gerasimov c'est un peu trop gros, ce serait une provocation trop grande. Attendons. C'est crédible d'abord d'après vous? C'est crédible, c'est crédible. Pourquoi est-ce qu'on ménage comme ça l'ennemi dans une circonstance comme ça? Alors, ils auraient pu tuer Gerasimov. Gerasimov en soi, il est remplaçable. J'ai été général, je peux vous dire que nous sommes éminemment remplaçables. Oui, ça, c'est un lieu commun. Voilà. Et donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens derrière nous qui sont pressés. Vous voyez. Donc, tuer en soi le général Gerasimov ne changera pas l'effort de guerre.
C'est quand même intéressant sur les arrière-pensées, parce que naïvement, on se dit, on a à portée de tir le général en chef russe, on y va. Ouais. Là, les Américains ont dit, attention. Oui, parce que ce qu'on appelle à portée de tir, si c'est avec des moyens entièrement ukrainiens, les Ukrainiens peuvent dire je gère ma guerre. Ouais. Si le renseignement dépend pour partie des Américains, ça les rend au moins partiellement responsables. Et on peut comprendre qu'ils ne cherchent pas ce genre de crise, surtout que ça n'aurait pas de gros impact, même psychologique. Est-ce que ça ne pointe pas les ambivalences d'une guerre? Évidemment, ça paraît très simple. Il y a deux camps et c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit bien qu'il y a une forme de guerre par procuration où chacun quand même essaye de laisser pour l'instant la guerre à un certain degré. On ne franchit pas certains seuils. Oui, il y a un deal que c'est une guerre limitée. Alors, pas limitée en moyens, mais c'est une guerre limitée géographiquement, en gros, à l'Ukraine. Ukraine et les approches. Belgorod, ça fait partie de la zone arrière de la bataille. Voilà. Belgorod, précisément, regardons les images. C'est des images de la journée avec un bombardement réussi par l'Ukraine à Belgorod. Il l'avait déjà fait. On est, comme vous dites, dans le voisinage. La zone des arrières. On est dans le théâtre. Et cependant, ils sont allés déjà beaucoup plus loin. Quand ils vont jusqu'à Engels, jusqu'à Ryazan, là, on est vraiment très à l'intérieur du territoire sur une base aérienne, sur des bases aériennes, semble-t-il, où il y a des avions qui mènent des bombardements contre l'Ukraine. Donc, ce sont des cibles militaires parfaitement justifiables. Vous aviez fait sensation sur ce même plateau en disant, pourquoi pas, dès lors qu'on va à Engels, 700 km, on va à Ryazan, 570 km, pourquoi pas à Moscou? Parce que si on fait le tour de compas, on n'est pas si loin. Oui, on peut. Alors, ce n'est pas que j'appelle à le faire, c'est qu'il y a beaucoup de cibles militaires, d'intérêt militaire dans la région de Moscou, parfaitement justifiables d'une attaque au sens du droit international, et pourquoi pas. Maintenant, manifestement, les Ukrainiens, soit n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas assez de drones, tout bêtement, soit n'ont pas envie d'aller jusque-là, et ils veulent le garder pour la suite. Quand la Russie, ce sont là aussi des nouvelles des dernières heures, dit on est en train de déployer des avant-gardes dans la région de l'Oural en particulier, est-ce que c'est aller un peu plus loin dans le seuil dont on parlait? Dans l'Oural? C'est ce qu'ils disent. Ils ont des avant-gardes dans l'Oural, les Russes. Oui, ils déploient davantage d'avant-garde dans l'Oural, évidemment pour répondre à une éventuelle action ou pour frapper le territoire ukrainien, s'ils le veulent. Oui. C'est plus de la même chose, c'est la doctrine russe. Tant que j'en ai, je continue à m'en servir. Mais ça serait, par exemple, pure illustration, si le Biélorusse rentrer. Alors, elle est déjà en guerre, techniquement parlant, parce qu'elle a aidé, elle a autorisé et soutenu le déploiement et l'attaque russe. Donc, elle n'est pas co-belligérante, le Biélorusse. Il est belligérant, tout court, au sens du droit. Bon, maintenant, s'ils franchissent la frontière, poussés par les Russes, c'est un changement d'échelle. Et ça permettrait, par exemple, de dire « Ok, je vais tirer sur des objectifs militaires à vue de Moscou. » Et il faut rappeler, c'est une grande frontière, parce que là, c'est la Biélorussie en brun entre la Russie et l'Ukraine. C'est une très, très grande frontière et proche de Kiev. Qu'est-ce que ça changerait? Il est très possible que ça change massivement le jeu et au détriment des Russes. Parce que cette armée biélorusse n'est pas en mesure d'inquiéter beaucoup les Ukrainiens. Ils sont quoi, 40 000, quelque chose comme ça? 40 ou alors 65 000, semble-t-il. Mais ils ne peuvent pas être là, les 65 000 sur le front. En plus de ça, leur qualité est inférieure sûrement à l'armée russe du 24 février 2022. C'est dire si elle est prenable du point de vue ukrainien aujourd'hui. Et donc, cette armée, je pense, si elle attaquait, elle se ferait piétiner. Et la conséquence risque d'être un changement de régime au Biélorusse, dans le Biélorusse. Et ça, pour le président Poutine, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, on voit ici les images, là c'est rare qu'on ait ce genre d'images, c'est les images de la propagande biélorusse. Donc le régime de Loukachenko, qui est un régime vassal de Vladimir Poutine, qui jusqu'à présent, alors tout en étant très clairement évidemment avec Vladimir Poutine, n'était pas entré formellement de cette manière-là dans la guerre. Oui, absolument. Ils ont fait une gesticulation pas loin de la frontière polonaise,
Donc, je pense que le président Poutine met une grosse pression sur le président Loukachenko en disant faut y aller, parce que pour lui, c'est une des dernières cartes qui lui reste à abattre, indépendamment de sa valeur. Et Loukachenko fait le service minimum et même en dessous. Il fait de la gesticulation, il fait croire, il a envie d'y aller comme le taureau a envie de rentrer dans la corrida, quoi. Et pour le même sort, d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une gradation concernant la Crimée. C'est là que Volodymyr Zelensky, sur l'antenne de LCI cette semaine, disait j'irai me baigner à l'été 2023. D'abord, quelle est la part de bravade et de possibilité? Vous y croyez, vous, que les Ukrainiens soient en possibilité de se baigner dans les eaux de la Crimée en 2023? Ce n'est pas entièrement exclu parce qu'un effondrement russe est possible, n'est pas le plus probable, mais est possible. Un changement de régime à Moscou est pour moi le plus probable. Pas forcément à cette échéance-là. Ça veut dire quoi? Une révolution de palais? Oui, quelque chose comme ça, oui. Et du coup, un changement de ligne massif. Et en fait, il y aura une révolution parce que les gens voudraient sortir de ce bourbier. Quand on voit l'histoire longue et récente de la Russie, est-ce que c'est ça qui vous inspire de dire qu'au fond, davantage qu'un grand changement démocratique, etc., une révolution de palais, de même que même la révolution de 17 a été d'une certaine manière une opération de police plus qu'une grande révolution populaire? Oui, j'aimerais croire qu'il y aura un régime démocratique apaisé en Russie. En réalité, quand on voit comment la révolution russe s'est passée, plusieurs années d'une sauvagerie épouvantable. On n'a pas idée, nous. En gros, toute cette génération-là a vécu une violence extrême. Donc l'URSS, sous Lénine puis Staline, est un pays qui est né déjà dans un traumatisme collectif très profond. Dans le sang. Et dans le sang, et il y a eu les régimes de terreur, il y a eu plusieurs vagues de terreur. Chez les militaires, vous parliez, vous, des jeunes militaires derrière vous qui rêvaient de tuer, entre guillemets, Yakovlev, mais pacifiquement, de le remplacer. Chez eux, c'est des générations qui ont été raflées, assassinées, torturées, et donc les jeunes, ils arrivaient effectivement très vite. Hein. Et au sens, la violence, elle fait partie du passé pour les Russes. Et elle est toujours présente, et la violence d'État, depuis quelques années, est présente. Pardon, une révolution paisible, j'aimerais y croire, mais c'est pas la tendance russe, si vous voulez. Est-ce que la vie de Vladimir Poutine, son existence physique, est le point déterminant aujourd'hui? C'est-à-dire si c'était un autre, même aussi nationaliste, mais d'une façon différente, est-ce que ça changerait la donne? Oui, alors clairement pour lui, cette aventure, depuis le début, est liée à son existence politique, à distinguer de physique. Il a cru qu'en gagnant une guerre facilement contre l'Ukraine, il inverserait une tendance qui était très négative, en réalité, dans la population russe, avec la crise économique et le Covid. Et voilà. Tout comme en 2014, il avait été sauvé par la Crimée. Il était 95% de population des sondages en sa faveur et réellement en sa faveur, alors qu'il était contesté avant. Donc le président Poutine, historiquement, il a fait des guerres pour sa survie politique. Il est né comme ça. La guerre de Tchétchénie, c'est le creuset du pouvoir de Poutine. Oui, absolument. Et une guerre qu'il n'avait pas besoin de faire, franchement. Bon. Mais donc, c'est consubstantiel. Et c'est pour ça que je pense qu'il va tomber. Tout simplement par effet mécanique. Il fait des guerres pour rester aux affaires, il perd les guerres, il quittera les affaires. La Crimée, vous dites vous-même à quel point c'est le point crucial. On voit maintenant que les Russes en sont à creuser des tranchées de manière un peu étrange, même sur les plages de Crimée. Tout à l'heure, Xavier Titelman se moquait un peu. C'est vrai que ces images prêtent un peu à sourire. C'est tranché dans le sable de la plage de Crimée. Oui, il a raison de se moquer. Et en plus, la marine ukrainienne n'existe pas.
On est quand même au courant qu'ils n'ont pas de moyens amphibies. Donc, au mieux, ils ont, je ne sais pas moi, 14 Zodiac. Alors, c'est pas avec ça qu'ils vont envahir la Crimée, vous voyez. Donc, il n'y a pas, en dehors des drones navals qui font peser une menace sur les bâtiments de surface russes, il n'y a pas de menace amphibie, d'une opération amphibie sur la Crimée. Quel est le sens précisément de ces images quand on voit, là on est sur les plages de Crimée, c'est-à-dire est-ce qu'un débarquement ukrainien est imaginable là? Mais pas du tout, déjà ils n'ont pas de bateau. Vous débarquez avec quoi? Ils ne vont pas nager quand même. Donc c'est déjà leur valeur réelle sous le feu est quand même pas terrible. Et enfin voilà, donc la croisière s'amuse. Vladimir Poutine qui inaugurait le pont de Kertch, le grand pont de Crimée. Vladimir Poutine qui retourne sur place au volant d'une Mercedes pour faire la... Voilà. De quel œil vous avez regardé ces images? Je me suis dit, c'est le plus grand stratège de l'humanité depuis Jules César. Et donc, il va voir le pont qu'un pauvre petit pays qu'il méprise a endommagé sérieusement. Voilà, vous avez devant vous le plus grand stratège de l'humanité. Voilà. Est-ce que c'est une force en même temps? Pour l'instant, lui n'a pas d'opinion publique aménagée. On voit à quel point tous les dirigeants occidentaux ont une opinion publique avec laquelle compter. Lui, il est au vent d'une Mercedes. Ça n'a aucun impact. Il ne va pas vraiment au contact des gens. Volodymyr Zelensky s'en moque, mais pour Poutine, ça n'a pas d'impact pour l'instant. Absolument. Il n'a pas besoin d'intégrer l'opinion publique. Il s'en fout. Déjà, il la façonne, l'opinion publique. Et si elle n'est pas d'accord avec lui, elle oublie de ne pas être d'accord avec lui, parce que c'est un métier à risque de ne pas être d'accord avec le président Poutine. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas, effectivement, il n'a pas à se poser la question de l'opinion publique. Voilà. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus apte à commettre des erreurs. Si vous n'avez aucun mécanisme de rétroaction, aucun retour dans la manette, si vous voulez. Si la manette fait exactement ce que vous lui dites de faire, et vous n'avez pas la pression en retour de ça passe ou ça passe pas, eh bien vous commettez des erreurs. Et donc le premier stratège de l'humanité a commis au moins 7 erreurs massives depuis un an. Voilà, s'il avait eu une vraie opposition, il les aurait peut-être pas commises. Il y a une opposition potentielle qui apparaît, non pas politique, mais dans la société ukrainienne, russe, ce sont les mères de soldats. C'est la première fois depuis hier soir qu'on a des témoignages aussi nets de mères de soldats qui reçoivent simplement la nouvelle de la mort de leur fils. Et ça rappelle évidemment la guerre d'Afghanistan, notamment la guerre de Tchétchénie. Écoutons cette séquence qui évidemment est saisissante. C'est une mère qui apprend la mort de son fils, mais qui a une portée politique très importante. Soyez fiers de votre fils. Vous êtes un homme digne. Et lui, c'était un guerrier, un héros. Merci. Prenez ces documents. Félicitations et tenez bon. J'ai aussi une requête pour vous. Pouvez-vous me signer ce document ici, pour que vous puissiez recevoir votre médaille? J'ai un stylo. Tenez. Et voici une invitation, mais c'est une formalité. Nous devons annoncer officiellement le décès de votre fils. Et nous devons le compter parmi nos soldats morts. Général Yakovlev, combien de mères? Là, on a le deuil d'une mère, mais il y a des dizaines de milliers maintenant de soldats russes dont les mères vont vivre cela, ou vivent déjà cela. Oui, déjà, cette scène, elle est dégueulasse. C'est inadmissible. Enfin bref, bon, mais ça a déjà été dit. Là, en plus, ça, on lui fait signer un papier pour une médaille. Je pense que c'est une renonciation à poursuite. Quelque chose comme ça, en fait. Vous voyez, c'est... Donc, il y a un côté bassement administratif, quelqu'un qui manifestement ne connaît pas ces personnes en plus. Donc, chez nous, dans l'armée française, quand on a un décès à notifier, c'est par exemple un lieutenant ou le capitaine du soldat qui va voir la famille, et c'est pas devant la presse. Et donc c'est quelqu'un qui était connu
très connues de celle ou de celui qui est mort. Et on ne leur demande pas de signer de papier pour la médaille, franchement. Bon, déjà, les familles, elles réclament les corps. Et comme on le sait, les Ukrainiens ont des milliers de corps, je crois 7500 de mémoire, à des comptes d'il y a quelques mois, en disant, dans des frigos, en disant c'est quand vous voulez, les gars. Ouais. Donc, beaucoup de familles ne sont pas informées de ce qui se passe.